Bonjour, bonsoir téléspectateurs, téléspectatrices et fanatiques et amis junior bon bagay yo dépendamment qui côté et à qui local regarder vidéo ça nous saluons mesdames et messieurs yo l'autre fois encore nous compte retrouver sur plateforme nan pour nous capable informer de toutes nouvelles qui fait actualité ya dans pays d'Haïti yon façon de spécial nous saluer toutes fanatiques toutes amis junior bon bagay yo ou même capable écouter nous dans pays d'Haïti ou même qui dans international là nous saluer tout monde en général. Mesdames et messieurs, dans le pays d'Haïti, après bandit et fin prend plusieurs zones, dans plusieurs départements dans le pays d'Haïti et côté c'est pas seulement la population haïtienne non, et cap garder situation, mais c'est le monde entier cap garder comment Haïti lui-même la rentré dans tout. Plusieurs pays dans international là étaient obligés de prendre la parole yon là-dedans c'est représentant la France dans les Nations Unies qui te fait yon parler sur Haïti. Mesdames et messieurs, c'est triste en pile les nous ap gade yon série de moun comment y a fait pays d'Haïti passer jodi a mais c'est triste et n'a demandé qui l'est n'a suspend. N'a demandé qui l'est n'a suspend et prend n'a demandé qu'il n'a suspend prend humiliation n'a demandé qu'il est n'a suspend et pour l'autre pays a bêtiser ensemble avec nous je dis a pas gagner pièce pays qui respectait Haïti encore à cause une série de nègres je dis a et yo vinn cause citoyen haïtien yo vinn cause Haïti perdre respect. Mesdames et messieurs, m'a invité pourquoi attendre et garder ensemble avec moi. Bagay yo en pile dans le pays d'Haïti. International a dit a aider. Mais yo toujours dit a aider. Mais qui moun qui pour aider vraiment vrai, c'est propre haïtien pour yo bataille pour pays yo. Entendez mesdames et messieurs, tourner. Good morning. We are going to present a joint statement on women, peace and security and the question of Haiti. Et mon pays, la France, signataire des engagements communs femmes, paix et sécurité, exprimons notre soutien indéfectible à toutes les femmes et filles d'Haïti. Le niveau sans précédent de violence qui frappe le pays, notamment la violence des gangs, menace la paix et la sécurité, ainsi que la stabilité du Conseil présidentiel de transition. Les violations des droits de l'homme demeurent omniprésentes et la situation humanitaire désastreuse. Nous condamnons vigoureusement les violences sexuelles et sexistes généralisées, dont les viols de masse, qui visent les femmes et les filles en Haïti. Cette violence est exacerbée par la famine et les déplacements de population et est utilisée de façon systématique par les gangs comme un moyen d'asservissement et de terreur, en particulier dans les départements de l'Artibonite et du Nord-Ouest. Nous devons agir. Premièrement, renforcer la capacité de la police nationale haïtienne à répondre efficacement à ces violences et à reprendre le contrôle des zones affectées par les gangs, dans le respect des normes internationales en matière de droits de l'homme. Nous saluons les États membres qui financent et fournissent du personnel au Bureau intégré des Nations Unies en Haïti et à la mission multilatérale nationale d'appui à la sécurité, qui joue un rôle essentiel à cet égard. Nous appelons les autres États membres à contribuer également. Conformément à l'embargo sur les armes, nous devons mieux lutter contre le trafic illicite d'armes légères et de petit calibre, qui sont utilisées dans la majorité des cas de violences sexuelles dans le pays. Nous sommes en faveur de nouvelles sanctions du Conseil de sécurité, ciblées contre les responsables de violences sexuelles, dans la continuité des désignations approuvées par le Comité de sanctions sur Haïti en septembre 2024. Tous les efforts doivent être faits pour combattre l'impunité et assurer aux victimes un aspect à la justice et à des soins. Deuxièmement, soutenir la participation des femmes à l'action publique. La participation des femmes aux instances de prise de décision est clé pour la mise en place d'un processus politique inclusif et la tenue d'élections libres et régulières. Les organisations de femmes jouent un rôle essentiel dans la désescalade des tensions et en faveur du dialogue entre les parties haïtiennes. Troisièmement, promouvoir une approche fondée sur la redevabilité, l'état de droit
et le plein respect des droits de l'homme en Haïti. Nous exhortons tous les États membres à renforcer leur soutien à Haïti à cet égard. La lettre du secrétaire général du 24 février 2025 souligne l'urgence de répondre à la crise multidimensionnelle en Haïti. Nous pensons que la poursuite des discussions au sein du Conseil et une action rapide sont nécessaires. Je vous remercie. We, Denmark, Greece, Guyana, Panama, the Republic of Korea, Sierra Leone, Slovenia, the United Kingdom and my own country, France, also signatories of the shared commitments on women, peace and security, express our unwavering support for all the women and girls of Haiti. The unprecedented levels of violence across the country, notably gang violence, threatens peace and security and the stability of the Transitional Presidential Council. Human rights violations remain rampant and the humanitarian situation dire. We condemn in the strongest words the pervasive sexual and gender-based violence, including mass rape, that targets women and girls in Haiti. This violence is exacerbated by famine and displacements and is systematically used by gangs as a tactic of subjugation and terror, particularly in the Artibonite and Northwest regions. We must take concrete steps. First, we must work to strengthen the Haitian National Police's capacity to respond effectively to this violence and to regain control of areas affected by gangs in line with international human rights standards. We commend the Member States contributing personnel and funding to the United Nations Integrated Office in Haiti and to the Multinational Security Support Mission, which play a critical role in that regard. We call upon others to contribute as well. In line with the arms embargo, we must better combat the illicit trafficking of small arms and light weapons, which are used in the vast majority of incidents of sexual violence in the country. We support additional targeted Security Council sanctions against perpetrators of sexual violence in the continuity of the designations approved by the Haiti Sanction Committee in September 2024. All efforts must be made to fight impunity and to ensure that survivors have access to justice and care. Second, we need to increase our support for women's participation on the ground. Women's full, equal and meaningful participation in governing bodies and decision-making is key in the effort to set up an inclusive political process and to hold free and fair elections. Women's organizations play a vital role in de-escalating tensions and fostering dialogue among Haitians stockholders. Third, we must further promote an approach based on accountability, the rule of law, and full respect for human rights in Haiti. We urge all Member States to strengthen their support for Haiti in this regard. The Secretary General's letter, dated 24th February 2025, underscores the urgent need to address the multidimensional crisis in Haiti. We believe that continued discussion within the Council and timely action are needed. Thank you. Je vous remercie. La 9902e séance du Conseil de sécurité est ouverte. L'ordre du jour provisoire de la présente séance est la question concernant Haïti. L'ordre du jour est adopté. Conformément à l'article 37 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite les représentants de la République dominicaine, d'Haïti et du Kenya à participer à la présente séance. Il en est ainsi décidé. Au nom du Conseil, je souhaite la bienvenue à son Excellence Monsieur Roberto Alvarez Gil, ministre des Relations extérieures de la République dominicaine. Conformément à l'article 39 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite les intervenantes suivantes à participer à la présente séance. Madame Maria Isabel Salvador, représentante spéciale du secrétaire général pour Haïti et chef du bureau intégré des Nations Unies en Haïti.
ainsi que Madame Pascale Solage, cofondatrice et coordonnatrice générale de Neges Mawon. Il en est ainsi décidé. Le Conseil de sécurité va maintenant aborder l'examen du point 2 de l'ordre du jour. Et je donne la parole à Madame Monica Juma, conseillère à la sécurité nationale auprès du président du Kenya. Vous avez la parole, Madame. Merci, Monsieur le Président. Merci de m'avoir invité à prendre la parole. Je vous applaudis et j'applaudis toute la délégation française qui pilote de main de maître le Conseil de sécurité ce mois. Je remercie la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Maria Isabel Salvador, pour son exposé très complet sur la situation actuelle et sur le travail du milieu en Haïti. Je salue également avec gratitude la participation de l'ambassadeur Éric Pierre, représentant permanent d'Haïti, à cette séance. Monsieur le Président, je remercie tous les membres du Conseil de sécurité qui continuent d'appuyer la République d'Haïti. C'est la marque de la solidarité internationale vis-à-vis de la population haïtienne alors qu'elle est aux prises avec de nombreuses crises complexes liées entre elles. La situation sécuritaire actuelle en Haïti, notamment dans les départements de l'Ouest et d'Artibonite, est très fluide. Depuis le dernier exposé au Conseil de sécurité, Haïti a été la scène d'un essor de la violence des gangs, qui ne touche plus que la capitale aujourd'hui, qui touche également d'autres zones. Les gangs, dans le cadre de la coalition Vivre Ensemble, coordonnent leurs attaques au-delà de Port-au-Prince. Ils s'efforcent de dépasser les ressources de la police nationale et de la mission MSS. Ces attaques menacent de renverser les acquis relatifs réalisés depuis le déploiement de la mission voilà près d'un an. Malgré cela, l'espoir reste en vie. Cet espoir est nourri par la résilience de la population haïtienne qui refuse, malgré tout, d'être l'otage des gangs. Cet espoir est nourri aussi par les efforts des dirigeants politiques qui s'efforcent de restaurer l'autorité de l'État et la gouvernance démocratique. Il est nourri par le travail que continue de réaliser la mission MSS et par l'appui de ce Conseil. C'est un honneur pour le Kenya d'être à la tête de cette mission, même si le niveau de déploiement aujourd'hui est à moins de 40% du niveau auquel on s'attendait, de 2500 troupes, niveau prévu dans le CONOPS. La mission MSS est maintenant parvenue à une étape décisive de ces opérations. Alors que les gangs coordonnent leurs opérations, s'en prennent aux populations, aux installations stratégiques et menacent la classe politique, la mission continue d'être un vecteur vital qui facilite l'accès humanitaire, permet la fourniture de services essentiels, notamment d'éducation, et permet la reprise d'une certaine activité économique dans des zones qui autrefois étaient pleinement sous le contrôle des gangs. La mission MSS a aussi joué un rôle charnière pour garantir la sécurité des institutions gouvernementales et administratives, et récemment elle a permis d'empêcher, de déjouer des plans visant à déstabiliser le gouvernement actuel et à le faire tomber. Les efforts sécuritaires en cours créent un socle sur la base duquel on peut construire davantage de progrès politiques et sécuritaires. J'applaudis également le courage et la détermination de la police nationale haïtienne ainsi que de l'armée qui continuent leurs efforts pour rétablir la sécurité malgré tous les obstacles. J'applaudis également le dévouement des contingents de la mission MSS et j'applaudis très sincèrement tous les États membres qui contribuent à cette mission, les Bahamas, Belize, le Canada, El Salvador, la Jamaïque, le Guatemala, qui ont rejoint le Kenya dans cette mission vitale. Leur détermination de faire et leur sens du sacrifice pour appuyer la stabilité et la sécurité en Haïti sont louables. Et plus important encore, c'est la preuve que cette mission est possible. Malgré les défis dantesques à relever, la police nationale, en collaboration avec les forces MSS, a lancé des opérations anti-gang intenses, y compris la nuit dernière. Et elle a enregistré des progrès notables, notamment pour garantir la sécurité d'infrastructures essentielles et pour empêcher les gangs de pleinement établir leur contrôle sur le pays. Ces progrès montrent manifestement que le potentiel de succès est là. La mission MSS est dotée du bon mandat. Ses responsables ont les compétences nécessaires
et les dirigeants politiques veulent restaurer la sécurité, ce qu'il faut, c'est pleinement déployer la mission et lui donner tous les outils dont elle a besoin. Il faut revoir à la hausse le niveau des troupes de la mission MSS pour obtenir les résultats visés et répondre aux attentes légitimes et élevées de la population haïtienne. Au Kenya aujourd'hui, 260 militaires sont formés, prêts à être déployés, mais ils ne peuvent gagner le théâtre d'opération en raison d'un manque de matériel et d'appui logistique. Je remercie très sincèrement tous les États membres pour leur contribution généreuse en financement, matériel et appui logistique, y compris via le Fonds d'affectation spéciale pour Haïti, mais il reste une lacune de taille qui empêche la mission d'être aussi efficace que nous le souhaiterions. Le niveau opérationnel de la mission MSS est sous-optimal en termes de nombre de troupes, d'actifs disponibles et d'appui logistique pour permettre la création des bases opérationnelles avancées qui sont ô combien nécessaires. À cet égard, le Kenya remercie le Conseil de sécurité qui continue de faire des efforts pour relever les défis que connaît la mission MSS. Des efforts qui ont culminé sur la requête de demande complète, d'évaluation complète plutôt, de la situation en Haïti et de demande d'options éventuelles quant à la forme que pourrait prendre le rôle de l'ONU. Nous reconnaissons à cet égard le rapport du secrétaire général présenté au mois de février. Le Kenya réitère le besoin indéniable pour l'ONU d'en faire davantage et de jouer un rôle plus dynamique pour la stabilisation d'Haïti, conformément à son mandat de maintien de la paix et de la sécurité. Nous appelons les membres à continuer de montrer leur détermination unie à avancer, en mettant l'accent sur les besoins de la population haïtienne qui mérite un avenir stable et sûr. En tant que nation à la tête de la mission, je remercie le Conseil pour ses consultations positives. Excellence, nous ne pouvons pas perdre de temps. Il faut absolument, pour garantir le succès de cette mission, entre autres, endiguer les flux d'armes et de munitions illégales qui vont vers les fauteurs de troubles de façon générale et les gangs en particulier, les réseaux de criminels organisés participant au trafic d'armes, de drogue, etc., continuent de jeter de l'huile sur le feu de l'insécurité et d'aggraver la fragilité d'Haïti. À cet égard, le Kenya appelle à mettre en œuvre de façon rigoureuse le régime de sanctions adopté par ce Conseil. Tous les États membres doivent le faire pour endiguer les flux d'armes profitant aux gangs. De cette façon, les gangs auront moins d'armes et cela réduira aussi les risques que courent les membres de la mission MSS sur le théâtre d'opération. Je répète que bien que cette mission soit une intervention certes innovante et essentielle, elle n'est qu'une partie de la solution. Interruption du signal sonore. Il convient de travailler en étroite collaboration avec le BINU, l'équipe de pays des Nations Unies et le gouvernement haïtien dans des efforts conjoints pour améliorer la situation politique et sécuritaire. Enfin, je vous garantis la solidarité inébranlable du Kenya vis-à-vis de nos frères et sœurs haïtiennes. Nous disons de nouveau également notre détermination à continuer à travailler avec le Conseil pour restaurer la sécurité en Haïti pour sa population, conformément à la résolution 2699 du Conseil de sécurité. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la conseillère à la sécurité nationale auprès du président du Kenya pour votre déclaration et plus encore pour l'engagement du Kenya pour la paix et la sécurité en Haïti. Je donne maintenant la parole à Madame Pascale Solage, cofondatrice et coordonnatrice générale de Neges Mawon. Merci, Monsieur le Président. Madame, Monsieur, Haïti est bien plus qu'un pays en crise. C'est un pays en plein conflit avec un État absent, ne montrant aucune volonté ni capacité d'apporter les réponses adaptées aux exigences d'une population traquée et abandonnée à elle-même. Un pays où des corps de millions de femmes sont tous les jours mutilés, violés et utilisés comme terrain de guerre. 9 organisations féministes et de droits humains, dont Neges Mawon, l'organisation féministe que je représente, ont présenté un rapport sur l'assistance offerte à des femmes et filles survivantes de violences entre janvier et octobre 2024. Pour ces 10 mois, rien que ces 9 organisations ont accompagné 3006 femmes et filles survivantes de violences sexuelles et majoritairement déplacées. Mais les réalités des femmes haïtiennes sont plus que des chiffres et des rapports. C'est des vies,
des noms, des visages, des rêves, des destins volés. C'est Gerda, jeune fille de 16 ans, vivant à Cité-Soleil, retenue captive et violée par plusieurs hommes pendant 3 jours, qui est tombée enceinte, a contracté le VIH dans un pays où l'avortement est totalement criminalisé. Elle a repris l'école quelques mois plus tard et vient d'achever brillamment ses études secondaires. Françoise, qui a été violée par 6 hommes en présence de ses 3 enfants et de son compagnon, qui lui-même a été ensuite abattu sous leurs yeux à Carrefourfeuille. Nadine, qui, incapable de se remettre d'un viol collectif, a fait une tentative de suicide, a miraculeusement survécu avant de demander de l'aide à notre organisation. Ce sont aussi toutes celles qui ont été réduites à jamais au silence, car sauvagement assassinées, comme Béatrice Cajou, tuée de plusieurs balles au sein même d'un camp où elle s'était réfugiée. Nous avons vu disparaître nos droits à la sécurité, à la santé, au travail, à la justice, au logement et à l'éducation, notre droit à la vie. Les femmes haïtiennes sont les premières impactées par la crise économique alors qu'elles sont à leur seule charge plus de la moitié des familles haïtiennes. Les inégalités donc historiques que nous confrontons en Haïti sont aujourd'hui renforcées par les impacts incommensurables de la crise. Mais les femmes haïtiennes sont loin d'être uniquement des victimes. Nous sommes surtout des actrices actives dans le changement que nous exigeons. Nous sommes sur le terrain, malgré les risques et le manque de ressources. Nous prenons de la place pour dire haut et fort ce que nous vivons et exigeons, car nous refusons que ce que nous endurons continue d'être invisibilisé et que le silence nous soit imposé. Une agentivité indispensable pour résoudre la crise, définie par des principes de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, établi par ce même Conseil, pourtant absent de la majorité des politiques, programmes et discours. Aujourd'hui, dans un non-respect total de la Constitution qui exige un minimum de 30% des femmes dans les espaces de décision, nous sommes largement sous-représentés au sein du Conseil présidentiel de transition, au sein du gouvernement et autres espaces de pouvoir décisifs. Un pouvoir de transition qui n'a démontré aucune volonté politique de mettre en œuvre un plan, un agenda et des ressources centrées sur les besoins et les défis des femmes haïtiennes. Après à peu près 1 année de la présence de la force multinationale en Haïti, aucun progrès et changement n'a été apporté dans la vie des femmes haïtiennes. Au contraire, sans oublier les traumatismes et violences vécus avec des missions onusiennes dans le passé, principalement la MINUSTAH. Cette force multinationale doit donc se rappeler de son exigence d'opérer dans le strict respect du droit international en tenant compte de la problématique du genre. Il est temps que la communauté internationale fasse preuve d'une réelle solidarité à travers des politiques appliquées, les fonds mobilisés et surtout un support adapté. Nous recommandons donc l'application effective des mesures de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité introduit par la résolution 1325 qui affirme le leadership effectif des femmes pour la prévention, la gestion et la résolution des conflits. Que nos préoccupations et enjeux spécifiques soient une priorité stratégique dans les politiques de sécurité. Une approche féministe est cruciale pour centrer les femmes, car l'inclusion est plus que cocher des cases, mais transférer une réelle autorité qui reflète un engagement à l'agenda des droits des femmes. Encourager le gouvernement haïtien à centrer les principes et recommandations proposés dans le cadre politique pour une transition efficace et équitable, élaboré par la société civile haïtienne et endossé par plus de 180 organisations en Haïti et dans le reste du monde. Le Conseil de sécurité doit exiger et imposer des mesures contraignantes pour bloquer le flux d'armes et de munitions qui alimentent les gangs en Haïti, principalement celles venant des États-Unis, continuer avec les sanctions contre les acteurs liés aux gangs armés et impliqués dans la corruption. Encourager le gouvernement haïtien à suivre les recommandations d'organisations de la société civile, dont Neges Marron, qui ont proposé des pôles judiciaires pour poursuivre les crimes sexuels et financiers et mettre en place un organe de justice transitionnelle pour enquêter et poursuivre les crimes de haut niveau en garantissant l'inclusion des femmes survivantes comme témoins, actrices et bénéficiaires de justice et de réparation. Aider le gouvernement haïtien à renforcer les institutions haïtiennes, les unités spécialisées en violence basée sur le genre au sein de la police nationale d'Haïti et faire de même au sein de la force multinationale. Je veux rappeler que le peuple haïtien a la première responsabilité de résoudre la crise et de décider du futur de notre nation. Cependant, un large soutien dont nous avons besoin dépend de la communauté internationale qui doit accompagner les choix et les priorités définies par les Haïtiennes et les Haïtiens, assumer sa part de responsabilité dans la crise et réparer les torts causés à notre nation, comme la restitution par la France à Haïti des fonds de la dette de l'indépendance. Nous avons besoin d'une approche coordonnée, multilatérale, respectueuse de la souveraineté haïtienne pour rétablir l'ordre, renforcer les fondements d'une gouvernance démocratique et assurer une stabilité durable. Merci beaucoup. Je remercie Mme Pascale Solage pour son exposé.
Et je donne maintenant la parole aux membres du Conseil qui souhaitent faire une déclaration. Je donne la parole à Madame la représentante des États-Unis. Thank you. Merci, Monsieur le Président. Merci à la représentante spéciale, Maria Isabel Salvador. Merci à Madame Monica Djouma et à Madame Pascale Solage pour vos interventions. J'aimerais saluer les efforts déployés par l'ensemble de l'équipe du BINU à Haïti. D'après le rapport trimestriel du secrétaire général et suite aux interventions que nous avons entendues, il ressort très clairement de cette situation qu'il existe des tendances terribles de violence sexuelle, de recrutement d'enfants par les gangs. Haïti est confronté à bien des difficultés en matière de sécurité et de gouvernance. Nous faisons part de nos condoléances aux citoyens d'Haïti pour les pertes subies et aux citoyens au gouvernement du Kenya suite au décès d'agents de police de la force multinationale. Madame Salvador, nous saluons les équipes que vous déployez avec votre équipe pour mettre en œuvre le mandat du BINU. Mais comme votre rapport l'indique clairement, la situation sécuritaire entrave la mise en œuvre du mandat. Les violences perpétrées par les gangs sapent les services critiques dont a besoin le BINU pour mener à bien son mandat. À l'heure actuelle, le BINU conserve une équipe très limitée sur le terrain, alors que le reste du personnel travaille à distance. De plus, l'appui médical du BINU se limite à un seul médecin et un volontaire des Nations Unies et un infirmier à mi-temps. Cela entrave également la capacité de mise en œuvre du mandat. Comme le BINU et la représentante spéciale l'ont dit, une mission politique spéciale, même avec un renforcement sécuritaire, n'est pas en mesure de faire face aux enjeux que représentent les violences perpétrées par les gangs. Qui plus est, la question de l'organisation d'élections et la restauration de l'ordre constitutionnel se pose. Les violences perdurent dans la région de Port-au-Prince, mais aussi maintenant au-delà de la capitale. Les États-Unis appuient la déclaration de la CARICOM condamnant toute mesure visant à déstabiliser les institutions de Haïti. Nous continuons d'appuyer les efforts déployés par la mission de force multinationale avec à sa tête le Kenya pour lutter contre les gangs. La corruption est encore un problème central. Nous condamnons les auteurs de ces actes ou encore les actes de coopération avec les gangs. Ces conditions sont propices aux gangs et nous éloignent encore d'une solution. Nous attendons les recommandations du groupe d'experts sur Haïti quant à l'adoption de sanctions. Le gel d'avoirs, l'interdiction de voyage pour les responsables de gangs, entre autres, sont des outils à notre disposition pour promouvoir la reddition de comptes pour les fauteurs de troubles. Nous devons appuyer les efforts de lutte contre la corruption et garantir la reddition de comptes. C'est indispensable pour mettre fin aux violences. Enfin, nous sommes conscients de la gravité de la situation sécuritaire. Nous devons donc nous pencher sur la question des efforts de stabilisation à long terme, tant pour ce qui est des efforts du BINU que de la force multinationale. Nous allons continuer à coopérer étroitement avec le BINU, le gouvernement haïtien, la force multinationale, l'OEA et la communauté internationale pour continuer à aller de l'avant. À cette fin, nous encourageons les bailleurs de fonds internationaux à contribuer à ces efforts. Alors que nous avons l'intention d'aider Haïti à garantir la paix, la stabilité et la prospérité, et alors que nous sommes reconnaissants aux pays qui ont contribué à titre gracieux ou financièrement à la force multinationale, nous ne pouvons plus assumer à nous seuls le fardeau. Merci. Et je donne la parole à Monsieur le représentant du Panama.
Muchas gracias. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Excellence, nous remercions la représentante spéciale du secrétaire général pour Haïti et chef du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, Maria Isabel Salvador, pour les informations détaillées qu'elle a partagées avec nous quant à la situation dans laquelle se trouve Haïti, pays frère. Nous souhaitons la bienvenue à son Excellence Monsieur Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste, ministre des Affaires étrangères d'Haïti. Nous saluons la présence du représentant permanent d'Haïti. Nous souhaitons également la bienvenue à son Excellence Monsieur Roberto Alvarez Gil, ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine, à Madame Monica Juma, conseillère du président du Kenya en matière de sécurité nationale, et à Madame Pascale Solage, cofondatrice et coordinatrice générale de Neges Marron, qui nous font l'honneur de leur présence aujourd'hui. Nous présentons nos plus sincères condoléances aux familles des plus de 2660 victimes d'homicides qui ont perdu la vie pendant la période à l'examen. Nous transmettons également nos condoléances aux êtres chers de Samuel Kaitwai et Bénédicte Kabirou, membres de contingents de police de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti, qui ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions. Nous transmettons également ce message au Kenya. Nous applaudissons avec le plus profond respect son courage et sa solidarité vis-à-vis du peuple haïtien en ces moments si difficiles. Aujourd'hui en Haïti, il y a plus d'1 million de personnes déplacées internes, plus de 5 millions de personnes souffrent d'un risque élevé d'insécurité alimentaire aiguë. 39% des installations médicales sont fermées. Tous les moyens de transport, par voie maritime, aérienne ou terrestre, sont contrôlés par des gangs et des centaines d'écoles ont fermé leurs portes ou sont détruites. Les rapports qui font état de cette insécurité croissante en Haïti et les bilans alarmants ne doivent en aucune circonstance nous pousser à normaliser cette tragédie, à normaliser la situation dans laquelle se trouve le peuple haïtien. Nous parlons là de millions d'enfants, d'adolescents, de jeunes, de femmes, d'hommes, de personnes âgées qui se sont vus dérober le droit à vivre dans la paix et dans la dignité. En effet, comment vivre lorsque chaque seconde on tremble pour sa survie? Comment organiser sa vie quotidienne dans une ville assiégée par des gangs de criminels? Les chiffres à eux seuls ne permettent pas de donner une idée complète du degré de violence de la population que connaît la population à Port-au-Prince. Nous déplorons l'escalade de la brutalité, des attaques visant des patients à l'intérieur d'ambulances, une augmentation alarmante des cas de violences sexuelles ou sexistes ou fondées sur le genre, y compris les viols en bande contre des femmes et des filles, comme le décrit en détail le plus récent rapport du secrétaire général. Aux yeux du Panama, il ne fait aucun doute que la présence de l'ONU doit être renforcée. Dans ce contexte, nous disons notre appui au BINU et à la mission MSS. Nous applaudissons leurs efforts et leur travail de tous les instants pour répondre aux besoins croissants en matière de ressources humaines et financières. C'est là un élément crucial si l'on veut pouvoir parler d'un avenir fait de paix, de sécurité et de progrès pour le peuple haïtien. Les recommandations présentées par le secrétaire général voilà 2 mois aux membres du Conseil sont un bon point de départ pour avancer dans la bonne direction et pour passer des engagements en mesures concrètes sur le terrain, en mesures adaptées à la réalité haïtienne et à la région de l'Amérique latine et des Caraïbes. Il nous semble notamment prioritaire pour le BINU d'incorporer une unité spécialisée qui prêterait main forte aux autorités haïtiennes pour faire appliquer l'embargo sur les armes. Cet effort doit s'accompagner du renforcement des processus et des mécanismes nationaux de mise en œuvre et de respect des sanctions de la part de tous les États membres. Dans le même esprit, nous disons notre plus vive préoccupation face à l'augmentation du nombre d'enfants et d'adolescents qui sont maintenant recrutés par les gangs. Il est urgent de donner à la BINU des ressources et des mandats pour mener à bien des programmes de désarmement et de réintégration en toute sécurité, accordant la priorité à ces groupes vulnérables.
En outre, il nous semble très important de souligner que tout renforcement des capacités de la mission MSS ou de la police nationale haïtienne doit se faire en tenant compte des retombées pour la population civile. Toute mesure en matière de sécurité doit à tout prix éviter une aggravation de la crise humanitaire. Si nous voulons véritablement améliorer la sécurité, il faut beaucoup plus que renforcer la présence des forces de sécurité dans la rue. Il faut aussi renforcer les institutions et il faut mettre en place une volonté politique claire. À cet égard, nous appelons le Conseil présidentiel de transition à affirmer une fois de plus sa détermination à piloter ce processus avec sens des responsabilités. Monsieur le Président, voilà près de 220 ans, Haïti est devenu un exemple pour le monde entier en devenant le premier pays à abolir l'esclavage sur son territoire. Cette décision courageuse et digne a non seulement représenté un jalon dans l'histoire des droits de la personne, mais a aussi été une source d'inspiration pour toute notre région, y compris pour mon pays, nous poussant à suivre le même chemin, le chemin de la lutte pour l'indépendance et la lutte pour la revendication des droits des personnes d'ascendance africaine en Amérique latine et dans les Caraïbes. Cet esprit, l'esprit de la lutte pour la liberté et la justice, continue de vivre, de fleurir au sein de la société civile haïtienne et dans toute la population. Dans ce contexte, nous saluons la déclaration récente par le président français Emmanuel Macron qui a qualifié la dette imposée à Haïti en 1825 d'injuste. Nous devons aujourd'hui dire avec fermeté au peuple haïtien qu'il n'est pas seul, que nous sommes en train d'étudier toutes les options à disposition pour apporter des solutions à cette crise. Des solutions qui doivent être pilotées par les Haïtiens eux-mêmes et avec un accompagnement du Conseil de sécurité et de la communauté internationale. Haïti, en effet, mérite de vivre des jours meilleurs. Pour cela, elle a besoin de tout notre appui. Merci beaucoup. Représentant de Panama pour sa déclaration et je passe la parole à Monsieur le représentant permanent de la Fédération de Russie. Monsieur le Président, nous remercions la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Maria Salvador, pour son rapport sur la situation en Haïti. Nous sommes reconnaissants à la conseillère à la sécurité nationale auprès du président du Kenya et nous avons écouté avec attention la représentante de la société civile, Madame Pascale Solage. Nous saluons la participation du ministre des Affaires étrangères de Haïti à notre réunion, ainsi que la participation de la République dominicaine. Nous sommes préoccupés par la dégradation de la situation dans le pays, notamment suite aux dépêches faisant état de menaces de coup d'État ou de renversement des autorités de transition. Ces derniers mois, les gangs ont encore renforcé leur contrôle sur la capitale, ont pris la ville de Mirebalais, qui jusqu'à présent était épargnée par les violences. Nous prenons note du rôle de la police nationale, dernier obstacle sur la voie des groupes criminels. Dans le même temps, nous sommes préoccupés par les informations indiquant que le bilan s'alourdit parmi la population civile en raison d'échanges de tirs et de recours à la force non proportionnelle de la part des autorités de mise en œuvre de la législation. La police doit protéger la population civile et non pas être responsable de sa propre supervision. Nous espérons que les nouvelles tactiques de lutte contre les gangs, telles que l'utilisation de drones, ne se feront pas aux dépens de la population civile. Dans ce contexte, nous ne voyons pas de preuve du rôle que joue la mission multinationale dans le pays. Cela s'explique en partie par le fait que le contingent international n'est pas suffisant pour contrôler la situation dans la capitale ou encore pour procéder à des patrouilles dans les quartiers d'autres villes. Pour bien comprendre l'efficacité de la mission et sa nécessité, le Conseil de sécurité a besoin d'informations plus détaillées. Évidemment, les exposés tels que l'intervention de la conseillère en matière de sécurité auprès du président du Kenya permet de renforcer la transparence de la mission et la confiance. Monsieur le Président, nous avons étudié les propositions du secrétaire général quant au renforcement de l'assistance de l'ONU. Nous sommes prêts à en discuter avec les collègues du Conseil. Dans le même temps, il est clair que pour créer de nouveaux mandats ou de nouvelles structures, il nous faudra des mois que ce pays en situation de catastrophe n'a pas. Nous estimons que nous devons donner la priorité aux instruments existants tels que la mission multinationale. Les pays bailleurs de fonds
qui l'ont créé et qui ont promis un financement stable doivent honorer leurs engagements afin que ce mandat puisse être mis en œuvre de façon adéquate. S'agissant des sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU, leur adoption, comme nous avons pu le constater, n'a pas contribué à une modification de la situation dans le pays. Les autorités à Port-au-Prince ne connaissent pas le fonctionnement du régime et ne l'appliquent pas dans la pratique. En fait, ce régime de sanctions n'est pas mis en œuvre. L'embargo sur les armes n'empêche pas les gangs armés d'enrichir leurs arsenaux et Washington, malgré sa contribution au comité de sanctions, ne prend pas les mesures nécessaires pour endiguer le flux d'armes vers l'île. Nous sommes convaincus que les sanctions ne peuvent pas être un facteur déterminant dans la lutte contre la criminalité. Pour cela, il faudrait avant tout renforcer les organes nationaux de mise en œuvre de la législation. Monsieur le Président, la débauche de violence à Haïti n'est pas le fruit du hasard, mais bien un résultat logique de la dégradation de la situation dans un pays qui a tant souffert et qui, depuis plusieurs années, est dépourvu d'autorités élues démocratiquement. En avril 2024, on a célébré, ou plutôt en avril 2024, on a formé en toute hâte le Conseil présidentiel qui n'est pas capable de faire face à les situations et de s'acquitter de la confiance dont il a bénéficié. Dans ce contexte, les demandes pour un pouvoir plus représentatif de la part de la société civile se comprennent. Les efforts doivent contribuer à la tenue d'élections et à un référendum constitutionnel afin de garantir des autorités démocratiquement élues. Dans le même temps, en l'absence de sécurité ou d'un État capable de la garantir, la possibilité d'organiser des élections est remise en question. Nous estimons que la solution à plus long terme dépend des Haïtiens eux-mêmes qui doivent pouvoir, sans ingérence extérieure, trouver des réponses aux nombreux enjeux auxquels fait face le pays. Nous savons que le peuple haïtien a la possibilité de défendre ses intérêts nationaux et son pays face aux interventions extérieures. L'histoire de ce pays en est la preuve. Il y a quelques jours, nous avons célébré en grande pompe les 200 ans de la reconnaissance d'indépendance de l'État d'Haïti par Paris. Cette reconnaissance s'est accompagnée d'obligations honteuses, notamment l'indemnité à payer pour l'indépendance, première fois dans l'histoire où une victime a dû dédommager son obsesseur. En conséquence, ce jeune État haïtien a été contraint pendant 140 ans de payer des sommes faramineuses aux colonisateurs français qui, avant l'indépendance de Port-au-Prince, pendant des décennies, ont siphonné les ressources naturelles et ont exploité allègrement la population locale. D'après les experts, les pertes économiques pour Haïti en raison de ce paiement de la dette dépassent les 20 milliards de dollars américains. Dans ces conditions, l'on peut comprendre pourquoi les autorités haïtiennes et la société haïtienne appellent à des dédommagements pour le versement de ces dettes. Nous appuyons les demandes légitimes de Haïti, tout comme d'autres pays de l'hémisphère sud, qui appellent les anciennes métropoles à être responsables des crimes commis pendant l'ère coloniale. Il convient de tourner la page de cette période honteuse de notre histoire. Merci. Je remercie Monsieur le représentant permanent de la Fédération de Russie pour sa déclaration et je donne la parole à Madame la représentante permanente du Guyana. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. J'ai l'honneur de prononcer cette intervention au nom des A3+, l'Algérie, la Sierra Leone, la Somalie et mon propre pays, le Guyana. Nous remercions la représentante spéciale Salvador, Madame Djouma et Madame Solage pour leurs exposés. Nous saluons la participation de son Excellence Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste, ministre des Affaires étrangères de Haïti, et
le représentant permanent de Haïti. Nous saluons son Excellence Roberto Alvarez Gil, ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine, qui participe à notre réunion. Notre réunion a lieu alors que des dépêches font état d'une recrudescence des violences et d'autres activités déstabilisatrices perpétrées par des gangs à Port-au-Prince et aux alentours de Port-au-Prince. Nous condamnons le meurtre de civils innocents aux mains de gangs criminels. Nous faisons part de notre solidarité infaillible avec Haïti. Nous faisons part de nos plus sincères condoléances au peuple et au gouvernement de Haïti au lendemain des attaques à Kenskoff et dans certains quartiers de Carrefour. Nous faisons part au Kenya et à la population du Kenya de nos condoléances suite au décès parmi les membres du contingent. Nous rejetons toute volonté de remplacer les autorités de gouvernance de transition par la force ou la violence. Nous appelons la communauté internationale à appuyer ce processus mené par et pour Haïti, qui doit donner la priorité à la paix et la stabilité et la restauration de l'ordre démocratique dans le pays. L'insécurité croissante continue d'avoir des conséquences dévastatrices pour la population haïtienne et continue d'exacerber les crises humanitaires, économiques et politiques tout en renforçant l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Nous félicitons les efforts déployés par les autorités nationales avec le BINU, l'ONU et d'autres partenaires internationaux pour combler les lacunes dans les efforts déployés pour faire face aux enjeux multidimensionnels dans le pays. Nous prenons note des mesures visant à améliorer la coordination des efforts de protection des personnes déplacées à l'intérieur du pays, l'amélioration de la supervision des droits humains et encore le renforcement des efforts en matière de lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Nous saluons les efforts de réintégration des enfants et des jeunes touchés par le conflit dans le cadre des efforts déployés par la Commission nationale sur le désarmement, la démobilisation et la réintégration. Certes, nous saluons ces évolutions positives, mais force est de constater que la situation se dégrade de jour en jour. Le Conseil ne peut pas accepter ce statu quo. Nous devons agir maintenant et renforcer les efforts internationaux pour fournir l'appui nécessaire en matière de renforcement de la sécurité, de la stabilité, de la reconstruction économique et sociale, ainsi que de l'édification des institutions démocratiques d'Haïti. Étant donné la détérioration de la situation sur le terrain et la lettre du secrétaire général du 24 février faisant des recommandations stratégiques et des propositions d'un appui de l'ONU renforcé à Haïti, nous faisons les 4 appels suivants. Premièrement, les progrès à Haïti sur tous les volets, y compris la restauration de la démocratie, dépendent du rétablissement du contrôle de la situation sécuritaire. Jusqu'à présent, la mission est déployée à 40% et ne peut pas pleinement s'acquitter de son mandat. Elle doit être pleinement déployée et dotée de suffisamment de ressources pour épauler la police nationale haïtienne, rétablir l'ordre. Il convient de renforcer l'assistance humanitaire et de créer les conditions propices à la tenue d'élections démocratiques. Nous sommes préoccupés par l'absence d'amélioration de la situation sécuritaire. Dans ce contexte, les modalités de gouvernance de transition pourraient être remises en question. Nous devons agir rapidement et examiner les options du secrétaire général. Options présentées il y a près de 2 mois et nous devons garantir une assistance sécuritaire à Haïti. Deuxièmement, les besoins financiers pour répondre aux efforts humanitaires augmente alors que le plan de réponse, quant à lui, est sous-financé. L'année dernière, seuls 44% des fonds ont été obtenus, ce qui a limité l'acheminement de l'assistance. Cette année, la crise du déplacement en Haïti a atteint des niveaux sans précédent et a augmenté de près de 300% en un an seulement. Qui plus est, des personnes déplacées dans certaines zones de la ville sont confrontés à des inondations, ce qui exacerbe les difficultés économiques, l'insécurité et le déplacement subi par la population. Face aux coupes brutales de l'assistance humanitaire, la communauté internationale doit redoubler d'efforts et renforcer la coopération et les efforts de solidarité à tous les niveaux pour Haïti. Troisièmement, nous réitérons notre appui en faveur d'efforts régionaux, notamment ceux déployés par le groupe des personnes éminentes de la CARICOM,
C'est par son truchement que la CARICOM fournit ses appuis de bons offices au gouvernement de Haïti. Le processus de gouvernance de transition doit donner lieu à des élections démocratiques avec l'assistance de la CARICOM. C'est essentiel. Nous sommes préoccupés par les obstacles qui entravent le suivi du processus politique et nous insistons sur l'importance pour toutes les parties prenantes politiques haïtiennes, y compris le Conseil présidentiel de transition, de demeurer engagé en faveur de ce processus et de donner la priorité au peuple haïtien. Quatrièmement et dernièrement, nous appelons à la pleine mise en œuvre du régime de sanctions. C'est un outil qui permet de juguler les violences des gangs, d'endiguer le trafic et le détournement d'armes et de munitions dans le pays. Sans accès aux armes et munitions illégales, les groupes armés ne seraient pas en mesure de prendre en otage l'ensemble du pays. Les États membres de l'ONU et le Conseil de sécurité ont un rôle à jouer pour que les sanctions soient appliquées et mises en œuvre. Il est possible d'aller de l'avant dans le pays en étant unis par le même objectif et en combinant les efforts des parties prenantes nationales, régionales et internationales. En guise de conclusion, nous participerons activement aux délibérations du Conseil sur la situation dans le pays et nous comptons sur une coopération constructive avec les membres du Conseil au sujet des recommandations du secrétaire général. Merci. Merci Madame la représentante permanente du Guyana pour sa déclaration au nom des A3+. Et je donne la parole à Madame la représentante permanente du Danemark. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier la représentante spéciale Salvador, la conseillère pour la sécurité nationale et la représentante de la société civile pour leurs exposés. Je salue les ministres des Affaires étrangères de la République dominicaine et le représentant permanent de Haïti. Comme nous l'avons entendu très clairement aujourd'hui, le temps est compté pour Haïti. Les gangs armés continuent d'élargir leurs zones de contrôle ainsi que leurs arsenaux. Près de 85% de Port-au-Prince est contrôlé par les gangs. La chute de la capitale aux mains des gangs est une possibilité à ne pas éliminer et nous ne pouvons pas nous le permettre. J'aimerais mentionner 3 points. Nous devons donner la priorité à la sécurité. La police nationale haïtienne continue de faire face à des niveaux de violence et d'insécurité élevés. Voilà pourquoi nous appuyons la mission multinationale et nous sommes en phase finale d'approbation d'une contribution de 1,5 million de dollars au fonds d'affectation spéciale. Toutefois, nous devons compter sur un investissement accru de l'ONU. Nous remercions le secrétaire général pour ses recommandations. Nous appuyons le recours aux sanctions ciblées pour lutter contre les violences perpétrées par les gangs, les activités criminelles et les violations des droits humains. Nous appelons à une meilleure mise en œuvre de l'embargo sur les armes et à inscrire les auteurs de violences sexuelles et sexistes à la liste des sanctions. Deuxièmement, nous devons faire face à la situation humanitaire et des droits humains déplorables dans le pays. Entre janvier et mars de cette année, plus de 1500 personnes auraient été tuées. Les membres des gangs font montre d'une violence extrême, ayant pour objectif de susciter la peur parmi la population. Personne n'est à l'abri de ces violences. Les femmes et les filles sont victimes de nombreuses violences sexuelles et sexistes, avec des témoignages effroyables d'enlèvements, de viols et d'exécutions. D'après l'UNICEF, les violations graves perpétrées contre les enfants ont quadruplé cette dernière année. Ces violences effarantes devraient être condamnées. Nous devons garantir la reddition de comptes, renforcer les institutions de l'État. Le gouvernement haïtien doit créer un système de justice pénale efficace, doit renforcer les services de police, les services judiciaires et les services pénitentiaires pour mettre fin à l'impunité. Dans le même temps, la crise humanitaire s'aggrave. 5,7 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire grave. Certains sont même dans des conditions de famine. Les travailleurs humanitaires et les travailleurs du secteur de la santé sont victimes d'attaques alors que les gangs prennent pour cible les hôpitaux, les voies de déplacement et entravent l'acheminement de l'assistance. Ces travailleurs ne devraient jamais être pris pour cible. Il convient de garantir leur sûreté et leur sécurité.
Nous devons progresser sur le volet politique. Moins d'un an nous sépare quant à la fin de la mise en œuvre de la feuille de route. De véritables améliorations doivent être obtenues pour la tenue d'élections libres et inclusives. Nous exhortons le Conseil présidentiel de transition, le Premier ministre et les parties prenantes à coopérer pour lutter contre la corruption et donner la priorité au bien-être de la population haïtienne. Nous condamnons toute tentative de remplacer les modalités de transition par la force. Monsieur le Président, en guise de conclusion, nos intervenants nous ont dépeint un pays en crise et ayant besoin d'un appui urgent. Notre Conseil doit être à la hauteur de l'urgence de la crise et agir avec détermination. Haïti doit demeurer une priorité pour nous et nous sommes prêts, avec les autres membres du Conseil, à y parvenir. Merci. Pour sa déclaration, et je donne la parole à Monsieur le représentant permanent du Pakistan. Thank you. Merci, Monsieur le Président. Nous remercions la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Maria Isabel Salvador, pour son exposé circonstancié. Nous avons pris note de son appel urgent à l'action. D'emblée, je salue et j'applaudis les efforts du BINU, alors que l'environnement se détériore rapidement et devient de plus en plus complexe en Haïti. Nous avons également écouté avec attention Madame Monica Djouma, conseillère nationale en matière de sécurité pour la présidence kenyane. Le Pakistan applaudit les efforts de la mission MSS avec à sa tête le Kenya pour ramener la paix et la stabilité en Haïti. Nous avons également écouté avec attention Madame Pascale Solage qui nous a parlé du réalité que connaissent les Haïtiens, notamment les Haïtiennes. Je salue également la participation des ministres des Affaires étrangères d'Haïti et de la République dominicaine à notre réunion. Les troubles qui continuent de secouer Haïti doivent nous préoccuper au plus haut point. Avec chaque jour qui passe, avec chaque heure qui passe même, le pays semble sombrer davantage dans l'instabilité, le chaos et l'incertitude. C'est une trajectoire bien triste qui a débuté avec l'assassinat du président Moïse. Haïti est aux prises avec 3 crises politiques, sécuritaires et humanitaires qui se conjuguent. L'aggravation de la situation sécuritaire caractérisée par l'essor de la violence des gangs, l'absence de stratégie efficace et cohérente en matière de sécurité, le manque de ressources, les flux d'armes illicites échappant à tout contrôle et des clivages politiques de plus en plus marqués. La situation sécuritaire, donc, a poussé la situation au bord de l'abîme, a poussé le pays au bord de l'abîme. Nous sommes très préoccupés par les signalements selon lesquels des gangs armés ont pris le contrôle de la plupart des quartiers de Port-au-Prince et menacent maintenant directement les institutions de l'État. L'attaque visant Mirbalais et l'attaque visant des hélicoptères gouvernementaux ou encore la prise de la prison de Mirbalais sont des événements particulièrement préoccupants. La situation humanitaire est tout aussi précaire. Près de la moitié de la population haïtienne souffre d'insécurité alimentaire aiguë. Les services dans le domaine de la santé ou de l'éducation se sont presque effondrés. Les violences des gangs ont entraîné le déplacement de dizaines de milliers de personnes alors que la situation humanitaire était déjà fragile. Nous saluons le courage, la résilience et l'abnégation des acteurs humanitaires qui continuent leur travail dans des conditions si difficiles et dangereuses. La classe politique haïtienne doit de nouveau assumer sa responsabilité première, à savoir placer le pays sur une voie claire, inclusive, durable pour parvenir à la stabilité. Un processus par et pour les Haïtiens doit être mis en branle, un processus participatif, vaste. C'est indispensable pour rétablir la paix et la sécurité. La restauration de la confiance vis-à-vis de la classe politique est d'une importance vitale. Pour cela, il faut agir, il faut des mesures politiques répondant aux besoins de la population. Monsieur le Président, nous avons pris bonne note de la lettre du secrétaire général datant du 25 février
qui décrit une stratégie sur 2 voies et un modèle hybride permettant d'apporter un appui à la mission MSS pour lutter contre les gangs et restaurer la sécurité. Cette approche repose principalement sur 2 piliers. Premièrement, une appropriation nationale robuste et un engagement fort de la part d'Haïti elle-même, et deuxièmement, un appui sur la durée de la part de la communauté